Donc, je vais y aller avec les questions que j'avais préparées, mais encore une fois, je vous invite à écrire si vous avez des questions, des commentaires, des partages à faire, là, à l'écrire dans le chat. Et puis, tout à l'heure, Daniela va pouvoir là, vous donner la chance là, d'ouvrir votre micro pour vous adresser à nous. Donc, ben, sans plus tarder, ma première question, en fait, au début du documentaire, tu dis qu'on valorise beaucoup la diversité culturelle, la diversité de genre, hein, ce qui est une bonne chose, mais qu'on le fait peut-être pas autant pour la diversité de l'âge. Selon toi, comment est-ce qu'on peut expliquer que l'âgisme, qui est pourtant la discrimination là, que tout le monde va y confronter un jour ou l'autre, ça soit moins au goût du jour que les autres? Que, par exemple, la lutte contre le racisme ou Par la lutte exemple, contre l'homophobie euh, en fait, dans la question, il y a deux dimensions, hein. Vous m'amenez à faire un lien entre l'importance de reconnaître et de valoriser la diversité, puis après ça, un comportement discriminatoire, hein. hmm, Là, on parle d'agisme. Ben oui, il y a un lien très direct entre les deux parce que l'agisme, comme toute forme de discrimination dans notre société, ça s'assoit, ça prend assise sur des préjugés, des idées préconçues, des façons stigmatisées de voir les choses qui conditionnent des comportements à l'endroit d'un groupe X. Ici, on parle de l'âge. Puis je pense que je vais me servir du documentaire parce que c'était chouette de le revoir, hein. J'ai été touchée de revoir ça puis de voir les initiatives. Mais le documentaire, je suis certaine que les gens qui ne l'avaient pas vu, les idées qu'il y avait des relations intergénérationnelles ou des pratiques intergénérationnelles est maintenant beaucoup plus large. Maintenant qu'ils ont vu différentes initiatives avec des gens d'âge différents, de groupes différents, dans des milieux urbains, dans des milieux ruraux, différents milieux socio-économiques et tout ça. Alors, déjà, ça ouvre les perspectives, puis ça nous fait voir comment les pratiques intergénérationnelles doivent être plurielles. Ben, c'est la même chose avec le vieillissement. Si on n'a pas la chance de voir multiples façons de vieillir, des gens âgés de différents groupes sociaux avec différents parcours de vie, ben, on reste avec des stigmates, des représentations arrêtées, des idées préconçues qui ne rendent pas justice, puis qui ne favorisent pas justement le contact. Alors, vous me suivez? Alors, plus on fait valoir la diversité, puis qu'on la met en scène, ben, plus nos comportements puis nos idées vont s'ouvrir, puis la rencontre va être possible. Tu sais. mhm, Et d'ailleurs, on le voit dans le documentaire, les sourires, le plaisir de ces rencontres-là. Tu sais, quand on hmm. laisse tomber les préjugés, ah, les vieux sont plates ou les jeunes sont trop énervés pour s'intéresser à venir faire, par exemple, du jardinage ou une activité culturelle, ben non, Hmm, hmm, ben non, c'est juste nos Oui, préjugés. bonjour. Ça, il y a façon de les faire rencontrer. mhm. Oui, c'est moi. Oui. Ah, juste peut-être fermer votre micro là pendant. Ok, super. Ben oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, tu sais, ça me faisait penser, c'est ça, comment est-ce que, avec les médias, hein, on a un portrait des autres générations qui est très stéréotypé. Un exemple, moi, qui m'avait frappé quand j'avais animé avec des jeunes et des aînés, les jeunes étaient allés dans les résidences pour rencontrer les aînés, c'était des ateliers de discussion et tout ça. Puis, une des choses qui les avait aussi marqués, c'était de dire comme, ah, mais mon Dieu, moi, je me rends compte que ah, c'est possible de vivre en résidence puis d'être bien, tu sais, parce que, bon, il y en a des résidences, évidemment, où la situation est critique, puis c'est bien qu'on en parle dans les médias, qu'on dénonce ça, sauf que ça donne une fausse image pour les gens du public de s'imaginer que c'est la réalité comme ça dans toutes les résidences, et donc de changer cette perception-là. Comme tu dis, c'est de vraiment de rencontrer des personnes qui viennent finalement nous prouver de l'inverse, qu'on a un exemple vivant de comme, OK, c'est pas juste ça. C'est comme ça qu'on va déconstruire finalement l'agisme parce que, comme tu as nommé, ça se repose sur quoi? Ça repose sur des stéréotypes, des messages qu'on entend répéter là, à maintes Oui, reprises, tu sais. oui. Hmm. Puis qui associe les gens à une dimension et non pas toute la complexité de leur réalité. On voit aussi dans le documentaire, ça j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, c'est que les gens disent, il faut qu'on ait un intérêt commun pour que, ça c'est la bougie d'allumage, Hmm. un plaisir commun, un projet, tout ça. Puis on voit comment un même projet peut rallier des gens de tous âges. Hmm. Et ça, c'est important. Donc, il y a la dimension du projet, puis après ça, il y a la dimension de la réciprocité. C'est-à-dire,
que le mentor apprend du mentoré, le mentoré apprend du mentor de la même façon. Comme tous les professeurs vont vous dire, ben moi j'ai tellement appris de mes étudiants, puis les étudiants vont dire, ben vous m'avez appris des choses aussi. Alors, et ça aussi, ça fait tomber les préjugés. Mm. Tu sais, comme la sagesse, ben moi, je connais des jeunes sages, puis je connais des vieux qui sont pas sages du tout. Et Mm. c'est tant mieux, parce qu'on a le Mm. droit d'être comme on est. Tu Mhm. sais, et on est plus que notre âge. On est plein de Mm. choses en même Tellement. temps. Tellement. Puis aussi, ce qui me venait dans cette, par rapport à cette question-là, c'est comment est-ce que finalement aussi ces formes de discrimination-là se nourrissent beaucoup les uns les autres. Puis moi, ce que je vois de plus en plus, c'est comment l'intergénérationnel devient une occasion aussi d'être très dans l'intersectionnalité. On l'a vu, des gens de différentes cultures, de différentes classes économiques, de différents... Donc, ça permet cette rencontre-là, comme tu dis, c'est parce que on est au-delà de juste notre âge, on porte aussi plein d'autres chapeaux, plein d'autres trucs. Et donc, quand on est dans l'intergénérationnel, il faut réfléchir à ça aussi, cette diversité-là, oui, d'âge, mais toute la diversité dans son ensemble, là, tu sais. Oui, Mm. oui, oui. Puis on a vu aussi dans le documentaire, on a vu des pères dans différents contextes, puis franchement, ils se ressemblaient. Je ne sais pas Mm. si vous avez trouvé, hein? Mhm. Ceux qui partageaient une passion pour les médias ou la technologie. Je pense aussi aux deux dames avec leurs chiens, qu'on voyait qu'il y avait une Mhm. passion, qui étaient toutes les deux rondes. Je Mhm. trouvais ça beau. Et ceux qui avaient la même passion pour la terre, pour... Fait que quand je disais, ça avait l'air un peu intellectuel, mon affaire, quand je disais il y a autant de différences et de ressemblances intragénérationnelles qu'intergénérationnelles, ben, les images vaut mille mots. Mhm. Je pense que le documentaire le reflétait très bien. Mhm. Et moi, ça m'arrive de me sentir plus proche d'une personne très jeune que d'une personne de mon âge à la retraite avec laquelle j'ai pas tant d'affinité finalement. Mhm. Tu Mhm. sais? Et c'est pour ça que c'est important de montrer la multitude des pratiques intergénérationnelles, Mhm. parce qu'on n'aura pas le goût de faire la même chose. Tu sais? Mhm. Il y en a qui vont aimer être en relation avec des plus jeunes enfants dans des projets avec les garderies, d'autres qui vont dire, oh non, ça m'épuise, tu sais? Et ils vont plus aimer être avec des gens dans d'autres contextes, plus peut-être artistiques ou intellectuels. Mhm. Mhm. Et c'est merveilleux. Oui, c'est ça. Il faut trouver qu'est-ce qui va les appeler parce que souvent, c'est pas l'intergénérationnel en soi qui fait en sorte que les gens y vont, c'est plus l'activité ou l'intérêt et autour de ça se construit justement la relation puis le plaisir de l'intergénérationnel. Tu me permets de Ouais, dire vas-y, quelque vas-y. chose? Ça m'a fait réfléchir parce qu'on c'était en contexte de pandémie, hein. Hum, Puis la pandémie, ça a été vraiment un puissant révélateur du phénomène d'isolement social, puis à quel point ça a des effets dévastateurs. Autant chez les jeunes, hein, on a vu l'impact chez les jeunes qui n'allaient pas à l'école, les adolescents, hum, tout ça, toute la fin des rituels de fin de secondaire, tout ça. Puis on a vu l'impact catastrophique sur les aînés, dont un taux de mortalité catastrophique. Euh, et là, ça nous montre, il faut créer des espaces de rencontre parce qu'on est dans une société où les familles sont plus autant élargies, où les familles sont plus petites, plus éloignées avec le phénomène international, tout ça. Alors, la société va dans un changement qui fait qu'on est de plus en plus seul dans nos maisons, dans nos réalités, dans nos habitats, dans nos façons de vivre, seul avec notre ordinateur parce que le télétravail, seul retraité parce des fois on a perdu notre compagnon, notre compagne. Ça va aller en accentuant. Fait que ça devient encore plus pertinent mhm, socialement. Ça mhm, devient encore plus essentiel hum. d'être créateur. Et c'est pour ça que j'étais si contente que vous m'invitiez à venir vous voir plutôt que d'être toute seule dans mon bureau et toi toute seule Ben oui. dans ton bureau. Ben, avec les gens, on aurait du plaisir à se voir, là, mais euh, ça change tout. Définitivement, définitivement. Ma deuxième question, encore une fois, dans le documentaire, il y a un moment où tu mets en garde que ben, organiser des activités intergénérationnelles, ça vient pas sans défi. Là. On voit des beaux exemples, on se dit, waouh, c'est merveilleux, mais évidemment, il y a plusieurs obstacles hein, pour arriver à ça. Et ce qui est important, selon toi, c'est vraiment d'être conscient finalement des réalités qui sont propres à chacune des générations qui sont ciblées.
est-ce que tu pourrais nommer quelques enjeux qui peuvent justement être des obstacles au rapprochement intergénérationnel et quelles pistes de solutions est-ce qu'on pourrait apporter pour y remédier? Ouais, ben, le premier, c'est celui qu'on a nommé tout à l'heure, c'est les préjugés de part et d'autre. Hmm, Bon, c'est de l'agisme, il y en a autant envers les jeunes adultes, les parents que les personnes à la pré-retraite ou en retraite, hein. Alors hmm, ça, c'est le premier grand frein, c'est dire, ah, les jeunes ne seront pas intéressés à ça ou les personnes hmm, âgées ne voudront pas. Non, les personnes âgées ne sont pas X et les jeunes ne sont pas X. Alors, ça, c'est le premier grand enjeu. L'autre, ben, c'est peut-être dans la façon de construire ces projets-là. Ça exige, je pense, absolument d'impliquer les gens concernés dans l'organisation ou dans même dès le début, dès la conception du projet. Euh, Pourquoi je dis ça? Pour qu'ils puissent exprimer qu'est-ce qui, eux, fait sens? Puis je pense les impliquer dès le début dans le processus du projet, autant dans la détermination de la philosophie, du contenu, du type d'activité, tout ça, que dans l'organisation même. hmm, Penser, est-ce que ça va être accessible aux personnes âgées ou est-ce qu'il faut introduire du voyagement? Les jeunes, est-ce que, bon, ça fait sens pour eux ou pas, tu sais, etc. Donc, il y a les préjugés, le fait qu'au début, on dit, ah non, non, ça ne fonctionnera pas, non, non, non. Donc, s'asseoir sur nos préjugés. Mais pour rompre ça, il faut absolument asseoir puis impliquer autant que possible les gens concernés ou des représentants de ces mhm, groupes-là. Je hmm, pense que ça, c'est une clé de réussite. mhm. Ah, Et tu sais, je voyais l'exemple, pardon, on parlait du cinéma en fin de journée, là, en plein air. Quelle bonne idée. Tu sais, moi, j'y aurais pas pensé à ça, tu sais, mais ça allait intéresser aussi les jeunes, puis on aurait pu penser que autres, ça leur dit rien, hmm, parce qu'ils sont majoritairement sur l'écran, puis ils sont très bons pour avoir accès à ça. Alors, des fois, nos préjugés pourraient mettre des freins à des choses qui, mhm. pourtant, peuvent être des leviers ou des moments pour créer des occasions de Ah oui, c'est rencontre. sûr. Puis c'est comme, c'est intéressant, tu nommes ça parce que moi, je me rappelle, moi, je viens du milieu jeunesse, hein, puis l'organisme auquel je travaillais avant, il y avait un projet intergénérationnel qui, à cause de la pandémie, bon, a été mis sur pause. Puis là, bon, on le recommence-tu, on le recommence-tu pas? Moi, je me disais, ben, ça doit pas intéresser les jeunes, j'avais pas envie. Et finalement, le nombre de jeunes qui venaient dans mon bureau pour me dire quand est-ce que ça recommence. Ah, Je m'ennuie des aînés, je veux y aller. Et ça m'a confronté finalement à mon propre agisme on que je l'a pouvais tous. avoir. Tu sais. Ouais. J'ai fait, OK, non, il y a un intérêt. Est-ce que ça va intéresser tous les jeunes? Ben non, Non. peut-être pas. Sauf que d'où l'importance, encore une fois, d'y aller avec un intérêt commun. Si l'activité les intéresse, la rencontre va bien se passer ensuite, tu sais. Ouais. Puis, par rapport aux préjugés aussi que tu as nommés, tu sais, moi, je le répète souvent, mais des activités préparatoires, là, ça, c'est vraiment chouette. Ça ne se prête pas à tout le type de projet, mais quand on est dans un projet qui est sur une longue durée, qu'on sait que les groupes vont être ensemble longtemps, puis ça rentre un peu dans ce que tu nommais justement, de les impliquer dans le projet, ben, c'est de commencer puis d'aller les rencontrer dans leur milieu, les jeunes d'un côté, les aînés de l'autre, puis de commencer déjà cette discussion, les préparer un petit peu à peut-être à parler rapidement d'agisme, les confronter peut-être à justement, peut-être c'est quoi leurs préjugés qu'ils ont, et de déjà les déconstruire pour que quand arrive la rencontre, ben, la barrière est comme déjà un peu, la garde est déjà tombée, puis on peut plus facilement aller vers l'autre, tu sais. Ouais. Fait que ça aussi, pour moi, c'est quand même une piste intéressante de solution pour venir répondre à ce besoin-là, puis cette peur-là, des fois, qu'on a aussi quand on veut commencer des projets, puis on dit, mais oui, mais là, comment ça va se passer? Prenez le temps d'aller les voir, de leur jaser, puis souvent, ça facilite beaucoup le travail, là. Puis faire confiance aux gens. Mhm. Faire confiance aux gens, laisser aller, puis après s'ajuster. Puis c'est comme ça que ça avance, que Ouais. ça évolue, les projets. Tu sais, on crée une occasion, puis après ça, ça va se transformer, puis ça va devenir autre chose. Puis d'ailleurs, les gens disaient, ben, on a commencé par ça, puis après on a ajouté ça, on a ajouté ça, on a invité d'autres. Puis tu sais, Mm, ça prend plusieurs formes. Mais ça, c'est la beauté du communautaire, mm, cette souplesse-là. mhm, vraiment. Je vais regarder le temps, voir si j'ai le temps. OK, j'irai avec la dernière question que j'ai pour toi, puis ensuite on va y aller avec le public. Mais donc,
Puis, donc, on le voit, tu sais, le documentaire, ça a été réalisé pendant la pandémie, mais là, depuis, il y a vraiment un intérêt croissant là, pour l'intergénérationnel, mais on dirait qu'il manque encore de structure pour encadrer, faire croître ce genre d'initiative sur une grande échelle. Donc, je me demandais, selon toi, quel apport la recherche, justement, peut contribuer pour parvenir à un véritable projet de transformation sociale, puis comment on peut faciliter finalement ce maillage-là entre l'expérience intergénérationnelle du terrain, qui est déjà très riche, et les connaissances scientifiques sur le sujet. Oui. Euh, alors, c'est tout le défi de faire des ponts, hein. Là, on a parlé des ponts intergénérationnels, mais là, on parle de faire des ponts entre des univers très différents, ceux de l'initiative plus locale, communautaire ou même à plus grande, nan, et celle du milieu universitaire, de la recherche qui répond à des normes puis des critères qui sont très différents, hein. Mhm, mhm, Alors, donc, pourquoi faire ces ponts-là? Ben, parce que les deux vont s'alimenter, comme toute rencontre, et que pour faire développer l'intergénérationnel, puis mettre à l'agenda ces initiatives-là, à l'agenda politique pour avoir du financement, entre autres, et les faire reconnaître, ben, le milieu universitaire peut être un allié précieux. Parce que c'est en faisant des travaux de recherche autour de ces projets-là, les faire connaître, bien, ça va permettre de mieux documenter ce phénomène-là, de dégager aussi les forces et les faiblesses des initiatives pour qu'ensuite on puisse valoriser les bons coups, puis de pouvoir mettre de l'avant certaines pratiques plus prometteuses qui ensuite peuvent être modifiées, adaptées, tout ça. En fait, le rôle du milieu universitaire, c'est de documenter, de faire une recherche, d'étudier en profondeur l'initiative pour permettre ensuite de la faire rayonner, de la faire connaître, mhm, d'écrire dessus, puis ensuite d'inspirer d'autres, mhm, puis que ce soit appliqué ailleurs. mhm, Alors, mais pour ça, ça prend des processus aussi de recherche-action. Il faut se connaître, il faut faire un contact, il faut que le milieu d'initiative, tu sais, ait de la place dans le projet de recherche, hein, qu'il ne soit mhm, pas juste au service du milieu universitaire. Il faut que les chercheurs soient prêts à se mouiller, mhm, à aller sur le terrain. Tu sais, c'est pas mhm, simple, c'est mhm, des processus plus longs, mais c'est comme ça qu'on va mhm, réussir. mhm, Mais il faut aussi, et là, je fais appel aux gens qui sont avec nous dans cet échange-là, il faut interpeller le milieu universitaire aussi. Il faut faire connaître vos initiatives. mhm, Moi, j'ai connu Intergénération Québec parce que j'étais dans la pratique, puis parce que vous m'avez appelé. mhm, Tu sais, il mhm, faut interpeller les chercheurs, les professeurs par rapport à vos initiatives. Puis, de là, des fois, ils ont des étudiants qui peuvent être intéressés de faire un projet de maîtrise pour aider votre projet ou définir avec vous des choses. mhm, Fait qu'il faut cogner à la porte du milieu et c'est la seule façon. mhm, C'est la seule façon. mhm, Puis, ne vous en faites pas si ce n'est pas la bonne porte, il faut en essayer d'autres. Il y a plein de chercheurs, il y a plein de milieux universitaires, il y a beaucoup de place pour une recherche appliquée en sciences humaines et sciences sociales, et ça, c'est clair. mhm, Et de plus en plus, dans tous les milieux de recherche, on valorise et on soutient financièrement la recherche appliquée, la recherche qui est faite en collaboration puis en partenariat avec les milieux. mhm, Et l'intergénérationnel, c'est clair que c'est à l'agenda des priorités mhm. nationales. C'est un enjeu de taille. Ben, merci pour ce petit clin d'œil, puis ça donne envie justement de créer plus ces ponts-là, puis des fois, je pense que c'est ça, on attend que ça tombe, mais de peut-être prendre l'initiative, puis d'aller Oui, voir quel domaine, quel chercheur peut-être a des intérêts communs, puis d'essayer de développer des choses, là, c'est vraiment intéressant. oui. Ouais. Ben, ça fait le tour de mes questions de mon côté, mais Daniela, je te laisse la parole. Est-ce qu'on a des gens qui ont écrit dans le chat qu'on pourrait leur donner là, la parole? Oui, donc on aurait Gabrielle Paquin qui a une question sur les activités spontanées versus des initiatives sur plusieurs jours. Donc je la laisserai si elle veut bien poser sa question. Oui, bonjour. Merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant. C'est un très, très beau documentaire. Puis je trouvais ça le fun. Mais je m'excuse, je fais un petit peu un remerciement tant qu'à prendre la parole, mais
de voir que pas juste des très, très, très jeunes avec des aînés, souvent on voit comme un peu les deux pôles qui se rencontrent, mais on voit moins des ados ou même des adultes avec d'autres adultes plus vieux, ou en tout cas, c'est le fun de voir une belle variété. Mais ma question, c'était, on voit dans le documentaire beaucoup on va dire, d'initiatives à long terme qui vont durer pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, ou des gens qui vont se suivre très, très longtemps. J'étais curieuse d'avoir votre opinion sur à quel point ça a un impact, les activités spontanées de 1 heure, de 3 heures, d'une demi-journée. Euh, Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine quand même de faire ce genre d'activités-là qui sont finalement les gens voient une fois par rapport à ceux qui vraiment se suivent dans le long terme? Donc, je ne sais pas si c'était clair comme question, mais voilà. Parfait. Mhm. Michel, veux-tu Ouais, commencer là-dessus? ouais, j'aime ça. Merci hein, pour la question. C'est comme si tu mets en parallèle ce qui est plus structuré, planifié dans le temps, tout ce qui est du domaine de l'intergénérationnel un peu plus spontané, puis on pourrait même parler de l'informel. Hein? Euh, ben, pour moi, un et l'autre vont ensemble. Tu sais, ce n'est pas que un ou que l'autre. Je pense que les rencontres plus formelles, hein, qui sont initiées par des projets structurés, organisés, donnent lieu à plein, plein d'informels que on voit pas puis qu'on soupçonne pas. Parce que c'est ça que ça fait, hein? Parce que c'est clair qu'à travers les rencontres, il y en a un qui va reparler à l'autre, où il y a des échanges de courriels qui peuvent se faire, puis il y a plein d'entraide qui se créent dans l'informel. On voit toujours ça. Mm. Bon, là, c'est sûr que le documentaire, on voyait moins ça, mais quand même. Euh, et je pense, entre autres, aux deux dames qui habitaient ensemble, puis on les voyait aller se baigner avec leurs chiens, tu sais. Alors, je suis certaine que ça, c'est pas dans l'entente formelle de la cohabitation. Tu sais, c'est plus un partage de l'espace, puis une entraide aussi financière, tout ça. Mais tu vois que ça a donné lieu à une amitié, là. Puis on sait déjà que ces femmes-là vont rester en contact. Mm. Tu sais, alors le mentor et le mentoré, puis moi-même, tu sais, avec mes collègues, on a travaillé ensemble, puis même avec mes étudiants, mais il reste de l'informel après, puis on s'écrit, puis même si je suis plus en fonction souvent, tu sais, je vais être appelée. Alors oui, Mm. le formel et l'informel cohabitent, et Mm. ça, c'est très beau. Ouais. Puis je pense que tu sais, le documentaire, c'est vrai, tu sais, ça, il y a un biais, c'est que on peut seulement filmer des initiatives sur une longue durée, hein, avec un documentaire comme celui-là. C'est plus dur d'être là sur un truc plus spontané, etc. Mais c'est sûr, il y a pas de bons ou de mauvais projets intergénérationnels, mais il faut juste être conscient dans justement le type d'activité et de projet qu'on va faire. Ben, ça va venir avec le genre d'objectif qu'on va vouloir atteindre. Il va falloir évidemment relativiser nos attentes avec une activité comme plus spontanée versus un projet plus long, par exemple. Ouais. Peut-être que c'est pas nécessaire de faire une activité préparatoire, mais en même temps aussi, moi, ce que je dis souvent aux gens, parce que là, les gens voient des gros projets comme celui-là, mais avant de vous lancer dans un gros projet, si vous en avez jamais fait d'intergénérationnel, commencez par une petite activité pilote, testez-le 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est une bonne façon de se mouiller, de tester, de voir un peu, déjà faire d'essais-erreurs pour que quand vient le temps, là, on commence un plus gros projet, on arrive avec une petite expérience terrain qui va venir faciliter le projet, tu sais. Donc, pour moi, c'est évident là, que les deux viennent avec ça. Puis, même, c'est ça, je pense que dans l'informel, finalement, c'est là que les liens vont quasiment le plus perdurer après, tandis que des fois, quand c'est autour d'un projet, ben, la relation dure le temps du projet, ça termine là, tu sais. Fait que chacun a ses avantages, ses inconvénients, selon moi, là. Mais c'est une excellente question. Merci beaucoup, Gabriel. Il y a maintenant Alain Rouche qui a sa main levée, qui aurait une question. Oui, j'ai défait mon son, voilà. Euh, OK. Simplement, dans le documentaire, bon, en Rana-Rouge, je suis députée de Shepherd et je suis aussi porte-parole des aînés à la Chambre des communes pour le Québécois. On entend dans le documentaire quelqu'un qui évoque l'idée, en créant des liens entre différents ministères, bon, est-ce que c'est de créer des liens? Est-ce que c'est vraiment de créer un ministère de l'intergénérationnel? Ça, c'était une idée un petit peu plus pour Québec, mais moi, ma question, c'est qu'à travers le monde, on observe la création, par exemple au Japon ou en Grande-Bretagne, de ministères qui visent, dans le fond, qui a l'objectif de briser l'isolement des gens. Est-ce que ce type d'initiative-là est
bonne façon pour justement favoriser les projets intergénérationnels. Si on met une priorité à briser l'isolement des gens ou à créer des liens entre différents ministères, familles, aînés, donc c'est vraiment une voie à suivre pour favoriser ces projets-là. C'est une bonne question. J'ai eu l'occasion de travailler avec des gens au niveau de l'international, là. Puis je connais bien les pays où on a mis en place ces ministères-là. Et moi, j'étais vraiment un peu réticente parce que je trouve que c'est de mettre une étiquette, c'est un ministère de l'isolement, là, ou encore pire, il y en a qui disent le ministère de la solitude. Alors, c'est sûr que c'est un phénomène social, mais c'est un peu comme, je fais le pendant avec, dans le domaine de la santé et des services sociaux, on appelait ça les services aux personnes âgées en perte d'autonomie. Puis là, maintenant, on a rechangé l'étiquette, il faut dire les mots, mais c'est pas bien. Là, on parle de soutien à l'autonomie des aînés. Fait que vous voyez, donc, je croirais plus à des structures et des ministères qui ont des approches plus du domaine de l'intergénérationnel ou un ministère qui vise euh, euh, la valorisation des liens sociaux ou des choses comme ça. Tu sais, j'aime mieux parce que ça permet de mettre l'emphase sur les dimensions pouvoir des gens, volonté, plutôt que sur les pertes et les difficultés. Parce que le danger avec l'isolement, avec la vision de l'isolement, c'est qu'on a tendance à vouloir mettre les gens en relation comme moyen de répondre aux problèmes d'isolement, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, et c'est un phénomène multiforme. Fait que je trouve que si on veut assurer une reconnaissance politique ou une priorité politique, moi, j'irais plus avec un peu comme, on n'a pas un ministère de la maladie, on a un ministère de la santé, du bien-être, on a, tu sais, un ministère du logement et pas de l'itinérance. Bon, vous voyez, fait que je dirais avec la même approche. Surtout parce qu'on stigmatise beaucoup les personnes âgées puis les jeunes autour du phénomène qui sont isolés, tout ça. Alors que les gens sont des personnes de relation aussi. Ce qui manque, c'est les espaces, les occasions. Mm. Je pense. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je pense que tu as parlé isolement, solitude. Pour moi aussi, c'est important qu'on distingue ces termes-là parce que pour moi, la solitude, c'est tellement nécessaire. On a tous besoin de moments où on est seul, on se repose, on prend du temps d'autoréflexion et tout ça. Fait que, tu sais, la solitude, pour moi, il n'y a rien de négatif. L'isolement, là, effectivement, c'est un problème. Puis, j'abonde dans ton sens, Michel, et effectivement, ce serait plus intéressant, un ministère peut-être qui porte un mot, un terme qui est plus dans le positif, là. Puis, je pense que, tu sais, je ne sais pas encore c'est quoi la meilleure forme nécessairement aux politiques pour faire ça, mais je pense que le besoin en ce moment, c'est surtout que là, nous, quand on veut faire de l'intergénérationnel, le financement, on se sent tout le temps pris dans des cases et dans des silos et on n'arrive pas à avoir des financements intéressants parce qu'on doit aller quitter une porte, puis là, l'autre porte, puis etc. Fait que je sais pas, tu sais, je connais pas beaucoup le milieu politique pour te dire aujourd'hui, voici la meilleure forme que ça pourrait prendre, mais je pense qu'il est là le besoin, c'est de dire comment on fait pour un peu centraliser, puis que ces ministères-là, que ça touche toutes, peuvent communiquer entre eux, puis faciliter en fait la mise en place de structures là, qui vont permettre de faire évoluer les choses plus rapidement. Hmm. Valence, Oui. j'aimerais intervenir sur ce point. Mhm. Justement, à propos de l'isolement, je ne sais pas si tout le monde le sait, nous, ce qu'on fait, on considère justement que la semaine québécoise intergénérationnelle est une campagne de sensibilisation à la lutte contre l'agisme et l'isolement. Et après de moult démarches auprès des ministères, en l'occurrence plutôt celui de la secrétariat aux aînés, donc cette semaine a été quand même reconnue comme étant une semaine de sensibilisation à la lutte à l'isolement et l'agisme. Pour revenir un peu
au ministère de l'isolement. Nous, dans le cadre du sommet de l'an dernier, que nous avions tenu l'an dernier, justement, on voulait mettre de l'avant en lumière la transversalité de l'intergénérationnel, parce que l'intergénérationnel est lié à plusieurs enjeux sociaux. La santé, la famille, l'habitat, l'environnement. Et à la suite donc des recommandations de ce sommet, nous avons justement tenté d'intervenir auprès des différents ministères, comme celui de la santé, des services sociaux, de la famille et d'autres, justement pour leur dire comment est-ce qu'on peut, vu la transversalité de l'intergénérationnel, comment peut-on créer une structure, une instance qui permet un peu à tous les ministères de discuter ensemble pour faire en sorte que l'intergénérationnel, justement, soit un levier qu'on prend en considération dans différentes politiques sociales et familiales. Mais malheureusement, on est encore en démarche et je pense que tant et aussi longtemps que le ministère travaille un peu en silo, il n'y a pas moyen. Mais là, on a une petite avancée quand même. Il y a certains ministères comme celui de la famille. Il s'est un peu intéressé aux recommandations qui sont ressorties dans le cadre du sommet en voulant arrimer justement leurs programmes qui sont destinés aux organismes qui sont sous l'égide du ministère de la Famille. Donc, ils veulent l'arrimer justement aux recommandations de l'intergénérationnel. Donc, on y va doucement pour répondre à Madame Larouche, mais on espère y aller sûrement. Voilà. Merci, Fatima, Daniela, je te laisse Oui. poursuivre. Aussi, Ah ce oui, qui, oui, ce qui oui. est intéressant Ah, de dire, c'est que déjà que c'est en débat et en réflexion, puis dire que ça puisse être reconnu quelque part aussi dans les structures politiques, pour moi, c'est une grande avancée. Déjà, Exact. que vous ayez soulevé cette question-là, comment on peut le penser puis y donner une plus grande place puis une reconnaissance. C'est absolument intéressant. Puis, et vous savez, il y a des projets intergénérationnels qui vont, par exemple, je pense avec les jeunes délinquants, là, les problèmes dans la rue, avec entre autres les filles qui se font prendre dans des gangs de rue, puis pour faire de la prostitution juvénile. Je peux vous dire que moi, j'ai été impliquée dans un projet absolument passionnant où ce sont des femmes aînées d'un groupe de femmes dans un centre de femmes avec des femmes aînées qui ont été jumelées à des jeunes de la rue, puis qui ont valorisé ces jeunes-là. Puis alors, des fois, là, l'intergénérationnel, c'est un outil pas juste sur l'isolement, là, c'était pas des gens isolés, mais Tout c'était à des fait. gens qui vivaient de grandes vulnérabilités, puis ça, et puis donner du pouvoir à ces jeunes-là. Puis ça a été extraordinaire comme projet. C'est un des projets qui m'a le plus touché, comment le lien qui s'est créé entre ces jeunes de la rue, ces jeunes filles de la rue, et ces vieilles féministes engagées, c'était extraordinaire. Mais ça rentre pas dans la boîte non plus de l'isolement, vous me voyez, hein? Comme vous Oui. dites, c'est tellement transversal. Oui, justement, et c'est valable ce que vous dites, Madame Charpentier, ce que vous dites est valable aussi pour le ministère de l'Éducation, parce que la Oui, problématique de l'intimidation, on peut aussi la régler avec le rapprochement intergénérationnel. Si, par exemple, on permettait aux aînés de contribuer en parlant aux jeunes, en essayant un peu de les valoriser, de leur rendre leur confiance en soi. Donc, ce qui fait qu'il y a c'est beaucoup d'enjeux, comme je l'ai dit, qui sont un petit peu mis de l'avant, qui sont liés à l'intergénérationnel. Et c'est pour ça qu'on considère que l'expérience nous a appris que l'intergénérationnel est un véritable levier quand même de transformation sociale, sauf qu'au niveau politique, il va falloir vraiment mener des démarches très importantes auprès des politiques pour leur faire rentrer un peu cette idée-là. Voilà. Mm. donc, il y aurait aussi une question de Sylvette Chaput d'Atelier 19 sur la participation des adolescents à l'intergénérationnel. Donc, je lui laisserai peut-être poser sa question, à moins qu'elle soit partie. Sinon, je peux la lire. Non, Ah, je suis elle est là. là? OK, Parfait. Je excusez. vous laisse la Je parole. suis là. Oui, puis cette question-là, je dirais que je la ferais même dans les deux sens, c'est-à-dire que même les adultes ont une certaine crainte des fois avec les jeunes, comment je vais faire, comment je vais les approcher, et puis comment les jeunes ados, eux autres aussi vont s'intéresser à nous plus âgés. Fait que c'est des fois, on dit, est-ce qu'il y a des trucs qui feraient que
des fois, avec les écoles, oui, on peut aller chercher les ados par les écoles secondaires, on peut s'y rendre, on peut faire des choses comme ça. Mais on dirait qu'il ne se fait pas grand-chose pour euh, activer ça, ce lien-là, là. Et qui est si précieux, hein? Écoutez, je pense que vous donnez des pistes en disant par les écoles. Il y a aussi, comment on appelle ça, là, les endroits où les jeunes se retrouvent, là, Les maisons des les jeunes. maisons des Des jeunes. jeunes, tu sais, ces univers-là. Ça veut dire que pour rencontrer les jeunes adolescents ou créer des espaces, il faut aller aussi dans les lieux où ils sont, hein? Exactement. Exactement. Puis, je pense à une initiative aussi que j'ai connue qui s'appelait Les mots doux, là. C'était un groupe de personnes âgées, une association de personnes âgées qui étaient jumelées à des jeunes adolescents qui étaient des raccrocheurs, là, qui retournaient à l'école, puis tout ça. Puis leur rôle, c'était par des échanges de mots pour écrire, tout ça, puis d'encourager ces jeunes-là à ne pas lâcher parce que c'est toujours le danger, puis ils avaient créé des liens ensemble, tout ça. Ça avait été extraordinaire, les témoignages auxquels ça a donné lieu, ce projet-là. Ben, c'est parce que aussi les ados, ça n'a pas de masque, hein, fait que quand le lien se crée, ça devient très, très fort, hein, tout ça. Oui. Alors, vous le nommez, puis il y a nos préjugés, on dit, ah, les adolescents sont pas plus difficiles à rejoindre que Non, non, non. d'autres. Mais Donc, hein, ça ça fait fait peur peur, c'est à ça, des c'est gens. ça. Puis de même chose, mais c'est parce qu'on se voit plus. C'est parce qu'on se connaît pas. Hein? Exact. Oui, Exactement. Faut créer des situations oui, pour pallier à ça, là. Mm. exactement. Parce qu'on Mais a besoin les uns des autres, on a besoin de leur énergie à eux, puis eux, ils ont besoin de notre amour un peu inconditionnel, puis de notre confiance en eux, parce qu'ils le sentent. Quand tu vois souvent les personnes en vieillissant, ils ont ça, hein, le regard qui donne confiance, puis qui donne des ailes, puis qui valorise, auxquelles les jeunes Mm. ont besoin, là, parce qu'ils vont faire à leurs parents, mais ils ne font pas ça aux aînés avec lesquels. non, c'est différent. Hein? Fait que, oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est si porteur, ces projets-là. Mais il faut des gens créateurs, des gens qui vont au-delà, et qui vont cogner à la porte des maisons des jeunes ou qui vont créer cette Mm. rencontre-là. Là, j'ai presque l'impression que l'initiative va venir plus des adultes puis des aînés, parce que les jeunes sont, puis là, c'est peut-être un préjugé, sont peut-être à l'étape où ils ont besoin de s'asseoir entre eux, puis peut-être pas. Ah ben, il faut créer ces Ouais, toi, tu as occasions-là, là. travaillé avec les jeunes, hein? Mhm, mhm. Puis je Oui. pense que, tu sais, vers la fin du documentaire, on parle du projet Partage, qui était vraiment un atelier de discussion des aînés qui allaient justement dans les écoles pour parler aux jeunes, faire de la transmission. C'est quelque chose qui était très présent chez Intergénération Québec là, depuis sa fondation. Puis, une chose qu'on faisait, c'était justement un atelier de préparation avec les aînés qui allaient dans les écoles. Puis la première chose qu'on faisait, c'est ça, c'est mais qu'est-ce que j'ai à apporter aux jeunes, puis on revalorise en fait ça. Puis je pense que ça passe par, tu sais, je mettrais ça en deux catégories. Il y a la transmission, tout ce qui est historique, le vécu. Hein. On apprend l'histoire, on lit les grandes lignes, on a les grands événements, mais c'est tellement pas la même chose d'entendre après ça un aîné qui l'a vécu, qui était dans la rue quand il y a eu du pain et des roses, qui a eu, tu sais, tu comprends, qui peut vraiment parler de son expérience personnelle de la chose. C'est tellement plus intéressant et passionnant pour un jeune. Fait qu'il y a tout ce côté-là de un. Puis ensuite de ça, ben, il y a toute la transmission de moi en tant qu'individu. Qu'est-ce qui me passionne? Est-ce que c'est la menuiserie? Est-ce que c'est le jardinage? Est-ce que c'est la cuisine? Bon, ben, on en a tous hein, des talents et des champs d'intérêt. Comment je transmets ça aux jeunes? Puis on l'a vu dans le documentaire avec, par exemple, les projets de jardinage. Ben, quand on est rassemblés autour de ça, les jeunes qui disent moi, je savais pas qu'on pouvait utiliser ça, le framboisier, pour faire des tisanes. Bon, mais c'est le genre d'exemple de choses qui intéressent
je pense, les jeunes. Fait que, mais c'est sûr, c'est normal d'avoir ces craintes-là, puis je pense de bien se préparer en amont, c'est la clé aussi pour se rappeler, ah oui, ok, non, c'est vrai, j'en ai des choses encore intéressantes à dire, là. Puis peut-être qu'en fait, toutes ces craintes-là, c'est une forme d'auto-agisme aussi que j'ai envers moi, Exact, finalement. exact. Ça, c'est la clé. Les peurs puis les préjugés, vous le disiez, hein? Exactement. Mais j'aimerais ça, moi, c'est ça, justement, dans le milieu scolaire, qu'elle laisse une petite place pour l'entrée des personnes pour avoir des contacts intergénération. Tu sais, ça serait tellement intéressant que dans les écoles, ça soit dans un programme. Ben, à tous les niveaux. Moi, j'enseignais à l'université, j'enseignais le vieillissement, puis mes meilleurs cours, c'est quand j'invitais des gens plus âgés sur des thèmes, puis qui venaient rencontrer les étudiants. Puis Le ça, partage. hey, là, on me volait la vedette, hein. Et ça cliquait. Puis je me souviens aussi sur un thème sur les questions de genre et de vieillissement, où j'avais invité un homme âgé qui était homosexuel, puis qui vivait en région, puis qui a raconté toute la discrimination qu'ils ont vécue. Puis fait, des fois, les jeunes, Internet, disaient, ah, là, je comprends pourquoi dans des résidences, il n'y a personne qui affiche son homosexualité ou. Ben oui, tu peux pas arriver et dire on va parler les gens ont vécu des périodes de leur vie où tu pouvais même pas t'afficher, c'était même pas pensable. Non, non, non. Criminel, tu sais. Alors, c'est ça les rencontres, l'important. Mais c'est pas facile. On a beaucoup de barrières, hein? Parce qu'on C'est n'en voit pas beaucoup des ados dans notre quotidien, là, à moins d'en avoir quelques-uns autour de nous dans notre famille, tu sais. Ouais. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci à vous. Oui. Merci à vous. Là, je vois qu'il y a déjà 5 minutes. Daniel, on a-tu encore beaucoup de questions? Juste par curiosité. Non, c'est terminé. Ah, c'est terminé. Hey, bon, mais on Le- est pile poil dans notre temps. J'allais dire, OK, on va peut-être repousser un petit peu, mais tant mieux, on achève. Donc, merci pour vos questions, votre participation. Merci évidemment à Michel d'être Merci. venu et d'avoir répondu à toutes ces questions-là. J'espère que vous avez été inspirés. Avant de vous laisser, on va vous partager deux choses. Déjà, la première chose, Daniela, si tu veux partager dans le chat, on vous partage donc le lien vers la vidéo YouTube. Donc, le documentaire, dès maintenant, il est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller le réécouter à n'importe quel moment. Il sera là. Et on vous invite également à le diffuser autour de vous, à vos amis, ou si vous travaillez dans un organisme, vous avez des réseaux sociaux, une infolette, peu importe, n'hésitez pas à le diffuser, à le partager en grand nombre là, pour inspirer d'autres personnes autour de vous. Donc, ça, c'est la première des choses. Puis, deuxièmement, ensuite, je voulais vous parler un peu de qu'est-ce qui s'en vient, nous, à Intergénération Québec dans les prochains mois, parce que on ne chôme pas de notre côté non plus. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Donnez-moi 2 secondes. Donc, ce qui s'en vient déjà dès le mois prochain, c'est, en fait, première des choses, on a un concours en Intergénération Québec depuis plusieurs années. Pour ceux qui ne savent pas, le concours, on récompense pendant la Semaine québécoise intergénérationnelle, on récompense les projets intergénérationnels de la dernière année qui sont les plus, les plus inspirants, créatifs, etc. Et donc, on a plusieurs catégories là-dedans. Donc, ce concours-là, et il y a des bourses en argent à gagner. Ce concours-là, les inscriptions pour faire participer au concours, si vous avez fait un projet intergénérationnel là, dans la dernière année, bien, vous avez jusqu'à ce dimanche, donc le 2 mars, pour soumettre votre candidature au concours. D'ailleurs, Daniela va partager encore une fois dans le chat le lien vers le formulaire si vous voulez l'enregistrer. Il vous reste encore quelques jours et il n'est pas hyper long à remplir, mais nous, ça nous permet un peu d'avoir une idée là, des différents projets qui s'est fait en intergénérationnel au Québec en 2024. Donc voilà, bonne chance à tout le monde qui participe pour ce concours-là. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite de ça, comme je vous le disais, nous, on a notre communauté de pratique, Intergénération Québec. Qu'est-ce que c'est en fait la communauté de pratique? On est plusieurs personnes vraiment du milieu de l'action qui soit sont déjà dans l'action intergénérationnelle ou ont envie de se lancer. Et donc, on est réunis à chaque fois sur Zoom, en webinaire, autour d'une thématique qui change à chaque fois. C'est pas des webinaires, c'est-à-dire de présentation. Il y a toujours des invités qui nous présentent évidemment des choses, mais je garde toujours une portion pour qu'il y ait une partie d'échange, que ce soit participatif, dynamique. Donc, ça nous permet aussi d'arriver avec notre propre bagage puis d'aller
de partager entre nous. Donc, la prochaine, c'est jeudi le 20 mars. Ça va être en matinée, donc de 9h30 à 11h30. Et la thématique, c'est les projets artistiques. Donc, l'intergénérationnel peut prendre plein de formes. Là, on se penche vraiment sur les projets artistiques. Et on a la chercheuse Joanne Filiatro de l'Université de Montréal, qui est ergothérapeute et que vous connaissez peut-être. C'est elle qui a piloté la trousse d'outils là, pour les milieux d'action en intergénérationnel, qui est sur notre site Internet, qui a été lancé en mai. Et donc là, on est dans un projet en fait de mobilisation des connaissances. Comment utiliser la trousse pour les milieux communautaires? Là, comment je l'utilise? Là? Comment est-ce que ça devient un outil concret dans mon quotidien? Et on va le faire pour commencer avec donc les projets artistiques. Puis si c'est prometteur, on pourra éventuellement répéter le processus avec d'autres genres de projets. Donc, si ça vous intéresse, ça va être donc le jeudi 20 mars prochain. Ensuite de ça, le mois de mai, c'est notre gros mois, nous, à Intergénération Québec. Comme je vous disais, c'est la semaine québécoise intergénérationnelle, qu'on surnomme affectueusement la SQI. Et c'est la 3e semaine du mois de mai à chaque année. Donc, cette année, ça tombe du dimanche 18 jusqu'au samedi 24 mai. Et on invite justement tous les organismes, les individus qui ont envie d'organiser des activités à en faire une pendant cette semaine-là et à nous, via notre site Internet, nous l'annoncer. Comme ça, nous, on répertorie en fait tout ce qui se passe en intergénérationnel. Ça permet de créer un momentum, d'avoir de l'attention médiatique autour de la chose. Donc, c'est vraiment un événement qui se veut rassembleur. Et nous, dans le cadre de cette semaine-là, on a 2 événements qu'on organise là, comme organisme. Le premier, en fait, c'est en amont, une semaine avant, le mardi 13 mai, on va avoir le gala du 30e. Donc, parce que c'est les 30 ans de notre organisme, justement, et c'est l'occasion, en fait, justement, d'annoncer les gagnants dans chacune des catégories du concours. Et à travers ça, on va avoir des performances artistiques diversifiées. On a de la danse, on a du chant, on a du rap. Tout ça intergénérationnel, qui seront sur scène en soirée le mardi 13 mai à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. L'information devrait sortir là, dans les prochaines semaines, donc restez à l'affût. Et notre dernier événement, c'est un tout nouvel événement qu'on a hâte de vous présenter, c'est la récré des générations. On voulait cette année être dans l'action, dans le plaisir. On est dans le 30e, dans la célébration. Donc, on s'est dit, au lieu de juste parler de l'intergénérationnel, on va le vivre. Donc, comment ça va se passer? C'est que le jeudi 22 mai, en après-midi, à la Casa d'Italia à Montréal, près du métro Jean Talon, on va recevoir des jeunes issus du milieu scolaire qui vont venir vivre des activités avec probablement là, résidences ou autres milieux aînés des environs et personnes du grand public qui seront intéressées. Et on va les réunir justement autour d'intérêts communs, autour de différentes activités, beaucoup artistiques, mais on aura aussi de la philosophie, on va avoir de la peinture sur tuile, on va avoir de la broderie, on va avoir, bref, la programmation complète va sortir et vous aurez l'occasion d'en savoir un peu plus. Mais donc, ça aussi, ça s'en vient là au mois de mai. Donc voilà, c'est tout pour mes petites annonces. Je reviens en grand groupe pour vous remercier une dernière fois d'avoir été là. N'hésitez pas encore une fois Oh mon Dieu, on a perdu Michel. Donc, à partager un grand nombre de documentaires et puis à une prochaine fois, je l'espère, là, dans un de nos événements. Au revoir tout le monde. Bonne chance avec vos initiatives. Formidable. Merci. Et